au président de la République française, M. Emmanuel Macron, ainsi qu'à tous nos illustres invités pour nous avoir honorés de leur présence à ce sommet. Leur présence physique, ainsi que l'organisation de ce sommet dans un contexte de pandémie, délivre un message fort quant au ferme engagement des pays du G5 et de leurs partenaires à n'épargner aucun effort afin d'instaurer la stabilité et la paix au Sahel et d'y impulser un développement social et économique durable. Ce sommet de Nouakchott a été pour nous un moment important de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route de Pau, à travers l'identification des projets réalisés, des succès enregistrés, ainsi que des retards ou blocages existants ici ou là, au niveau de l'ensemble des axes principaux de cette feuille de route. Il nous a en outre offert l'occasion d'échanger autour de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région, à la lumière non seulement de la recrudescence de la violence en Libye et ses incidences négatives sur toute la sous-région, mais aussi de l'inquiétude et dangereuse extension de l'action des terroristes à de nouvelles régions. D'autre part, nous avons eu à échanger sur la Covid-19 et son énorme impact négatif sanitaire, économique et social, particulièrement pour des pays déjà très fragiles comme les nôtres. Et nous avons, dans le même élan, réitéré l'appel de Nouakchott pour l'effacement de la dette. Je voudrais, avant de terminer, remercier une nouvelle fois, au nom du G5 Sahel, la France, l'Union européenne, l'ONU, l'Union africaine ainsi que tous nos partenaires pour leur appui multiple et efficace, ainsi que leur engagement constant à nos côtés en vue de l'avènement d'un Sahel stable, sécurisé et prospère. Je passe maintenant la parole au président de la République française, M. Emmanuel Macron. Ensuite, nous prendrons quelques questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais avant toute chose remercier le Président Razouani pour son accueil et pour nous avoir permis de nous retrouver ici à Nouakchott dans ces temps particulièrement difficiles et éprouvants. Et je veux avant toute chose vraiment saluer la remarquable organisation des autorités mauritaniennes de ce sommet, mais aussi de tout le travail de lutte contre la pandémie du Covid-19. Nous avons pu le constater tout aujourd'hui, et chacun d'entre nous, tout est mis en œuvre pour que la situation soit pleinement maîtrisée. Je profite de cette occasion pour aussi dire toute la solidarité de la France et du peuple français à l'égard du peuple mauritanien et de tous les peuples du Sahel face à cette pandémie, ses conséquences sanitaires, mais aussi ses conséquences économiques et sociales que nous sommes en train de vivre et que nous allons vivre dans les prochains mois. C'est pour cela, vous le savez, que j'ai tenu à ce que l'Europe, puis le G20, se mobilisent aux côtés de l'Afrique pour faire face à ce défi sans précédent dès le début de la crise. Dès le mois de mars, nous avons lancé cette initiative pour l'Afrique, permettant d'avoir un volet sanitaire, la lutte contre le Covid, avec en particulier les tests, les traitements dès qu'ils seront disponibles, une mobilisation pour le vaccin quand il sera disponible, mais aussi tout un volet économique, le moratoire que nous avons obtenu pour la première fois dans notre histoire, des intérêts et de la dette pour les pays africains, et la volonté d'aller vers une annulation de dette partout où c'est utile. Et je crois que cette mobilisation doit se poursuivre, et nous avons d'ailleurs eu un échange avec l'ensemble de nos collègues sur ce que devait être la solidarité entre l'Europe et plus largement les pays développés et l'Afrique après Covid. Celle-ci doit s'accélérer et je crois qu'on a tous ressenti notre propre vulnérabilité pendant cette crise. Nous la ressentons encore et nous avons à cœur de montrer cette solidarité.
Dans les actions très concrètes que nous avons menées, nous avons aussi pu mesurer la force, la créativité, l'efficacité des solutions mises en place en Afrique. Et je veux ici vous dire que la France continuera sur ce volet comme les autres d'être aux côtés de la Mauritanie, du Sahel et de l'ensemble du continent africain. Nous nous sommes retrouvés donc ici à Nouakchott comme nous en étions convenus à Pau il y a 6 mois, après un sommet qui avait permis de recentrer les choses pour en faire le point. Et je dois remercier à nouveau le président Razouani, mais l'ensemble des présidents du G5 Sahel pour leur mobilisation, leur présence. Remercier aussi M. Moussa Faki et l'Union africaine pour sa présence et son engagement à nos côtés. Et j'étais heureux que nous ayons la présence physique à nos côtés du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Je pense que c'est très important de manifester, ce faisant, l'engagement aussi de l'Espagne dans cette coalition, cette lutte contre le terrorisme et pour le développement, et de toute l'Union européenne, puisque nous avons eu une visioconférence qui a associé la chancelière Merkel, le président Conte, le président Michel et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Tout ça démontre une chose, s'il était besoin, la coalition que nous avons annoncée à Pau il y a 6 mois est en place. L'Europe, ses institutions comme ses États membres, nos partenaires, y compris américains, les pays voisins, sont tous au rendez-vous. Et ils sont à vos côtés car nous sommes convaincus que la victoire est possible au Sahel et qu'elle est déterminante pour l'équilibre en Afrique et en Europe. Nous sommes en train d'en retrouver le chemin grâce aux efforts qui ont été faits ces 6 derniers mois. Nous avons beaucoup réorganisé les choses, nous avons amélioré notre efficacité dans la lutte contre le terrorisme, mieux partagé l'information, réussi le centre unique et de coordination à Niamey et eu des résultats spectaculaires, en particulier dans les dernières semaines. Dans la région des 3 frontières, des zones ont été reprises aux groupes terroristes, les armées se redéploient, le rapport de force a été inversé. Cette dynamique, nous devons maintenant la conforter et l'amplifier, avec, dans les semaines qui viennent, les forces européennes qui, au travers de l'initiative Takuba, vont prendre le relais des renforts français que nous avions déployés en janvier, les 600 soldats additionnels qui venaient de Côte d'Ivoire. La mission européenne EUTM va reprendre ses actions de formation et étendre son champ géographique avec une implication très forte de l'Espagne et de l'Allemagne, vraiment. De nouveaux équipements financés par l'Union européenne, mais par d'autres partenaires comme les États-Unis vont être livrés. Et le terrain que nous avons repris ne sera pas cédé. Dans ce combat, nous nous devons d'être exemplaires. C'est le sens des engagements forts qui ont été pris aujourd'hui par mes homologues sahéliens. Face aux faits graves qui ont été rapportés, des enquêtes seront menées et la France, comme elle l'a déjà fait, est disposée à appuyer ces enquêtes qui doivent être menées à leur terme. Nous nous sommes rejoints sur cet impératif. Le Sahel ne doit pas plonger dans un cycle de violence et de représailles. C'est précisément ce que cherchent les groupes terroristes et ce qu'ils ont réussi à faire dans le passé. Les populations peules, en particulier, ne sont l'ennemi de personne. Et je salue la détermination de mes homologues sahéliens à enrayer tous les amalgames. Cela a été dit très clairement autour de la table. Nous n'avons qu'un ennemi, le terrorisme islamiste, dans toute la région. À la lumière de nos échanges et des progrès accomplis depuis 6 mois, la France poursuivra son engagement au Sahel. De nouvelles étapes, de nouveaux jalons ont été fixés. Notre engagement fera l'objet d'une nouvelle évaluation au début de l'année 2021, qui sera notre prochaine clause de rendez-vous. D'ici là, les efforts de la coalition que nous avons mis en place vont monter en puissance. Au-delà de l'effort militaire, c'est le retour de l'État, des administrations, des services aux populations que nous allons poursuivre au Sahel. Et c'est l'enjeu des prochaines semaines et des prochains mois. Nous avons eu l'occasion de le souligner dans l'ensemble des États concernés. Le retour des services publics, le retour de l'administration pour stabiliser les populations. C'est le sens en particulier de l'Alliance pour le Sahel, dans laquelle l'Espagne a accepté de jouer un rôle leader, et je l'en remercie. Ce sont des préfets, des magistrats, des policiers, des juges, qui nous permettront de véritablement renverser la situation. Et en concertation avec nos partenaires européens, qui étaient aujourd'hui présents dans notre échange, c'est cet effort qui sera notre priorité dans les temps à venir. Enfin, je tenais à dire également que nous avons profité de ce sommet pour aborder la situation politique à Bamako avec le président Keïta.
Nous soutenons les efforts entrepris par la CEDEAO qui ont permis de faire émerger les recommandations pour une sortie de crise. En pleine adéquation avec le président Keïta, dont je salue une fois encore la détermination et le courage, nous nous sommes tous rejoints sur l'urgence de mettre en œuvre rapidement les mesures visant à apaiser le climat politique. Voilà ce que je souhaitais rapporter de nos discussions et vous remercier à nouveau, cher Président, pour votre accueil et la tenue de ce sommet qui montre que la lutte contre le terrorisme ne s'arrête pas, même en période de Covid, mais dire aussi la solidarité qui est la nôtre à l'égard de la Mauritanie et de tout le Sahel en cette période si difficile. Merci, Président. Merci, Monsieur le Président. Pedro, si vous avez quelque chose. Merci. Muchas gracias. En primer lugar, querría agradecer al presidente Saguani su amable invitación para participar en esta importante cumbre para Europa y también para el Sahel y, sin duda alguna, para España. Agradecer también al presidente Macron sus palabras y también la invitación. En fin, el carácter estratégico del Sahel explica el alto grado, como ha dicho el presidente Macron, de España en la región. España participa en numerosas iniciativas, tanto de seguridad como de cooperación al desarrollo, tanto en el plano multilateral como en el plano bilateral, y me querría referir a los dos. Desde el punto de vista de la estabilización de la región, España es desde hace tiempo el primer contribuyente a misiones de la Unión Europea y también el primero en la misión de entrenamiento de Mali. Apoyamos mediante el transporte estratégico la operación francesa Barkhane, la misión de Naciones Unidas en Mali o la fuerza conjunta de los países del G5 Sahel. Formamos desde el Centro de Adiestramientos Especiales de España, de la Guardia Civil, a las compañías de la Gendarmería conjunta de los países del G5 Sahel y Senegal y participamos en múltiples iniciativas que colaboran en el desarrollo en el Sahel. Hemos asumido hace unos días la presidencia de la Asamblea General de la Alianza de Sahel, desde la que nos proponemos impulsar la coordinación de las iniciativas de cooperación en la región para lograr que su impacto sobre la población sea lo más efectivo posible. Pero esto no es todo. Vamos a continuar acompañando a nuestros aliados, a nuestros vecinos, a nuestros amigos en esta tarea, sin duda alguna, muy importante para garantizar la seguridad económica, la seguridad también frente al terrorismo y también ayuda humanitaria. Y en ese sentido, lo vamos a hacer desde la recién creada Coalición para el Sahel, que es un marco de diálogo político que con una visión integradora busca la coordinación de diferentes iniciativas y operaciones, porque solo desde el punto de vista multilateral eficaz seremos capaces de devolver al Sahel la paz, la seguridad, la libertad y su libertad. Se estructura en torno a 4 pilares, la integra las medidas militares, el enfoque de seguridad con la cooperación al desarrollo, la creación de capacidades para hacer frente a la amenaza terrorista y la consolidación y presencia del Estado en todas las zonas. España va a participar activamente en su diseño, en la coordinación de las iniciativas en el Sahel, manteniendo el papel central de la Unión Europea, y creemos que solo unidos pueden afrontarse los retos comunes y es por ello que España está aquí representada para abordar la situación con nuestros socios y aliados a un lado y el otro del Mediterráneo. Y asimismo, desde el punto de vista bilateral, quería estar con el presidente Saguani hoy porque este viaje significa también el reforzar las cooperaciones y la relación bilateral que mantenemos España y Mauritania, un socio esencial para hacer frente a los retos de estabilidad y seguridad regional. He mantenido un encuentro con el presidente. Nos preocupa, sin duda alguna, el impacto del COVID-19 que está teniendo en estos países, como lo ha tenido también en España y en Europa. Y en ese sentido, pues lo que hemos hecho ha sido hacer entrega de 10 respiradores y material sanitario para ayudar a Mauritania a hacer frente a la crisis del COVID-19. Nos han acompañado también un equipo de médicos españoles que permanecerán en Mauritania para contribuir a la formación del personal médico mauritano en la gestión y control de la enfermedad y además vendrán 2 equipos más de especialistas y seguiremos dando apoyo a través de programas de telemedicina, así como también soporte financiero para proveerse de material adicional por parte del Gobierno mauritano. En todo caso, querría agradecer sin duda alguna también al Gobierno de Mauritania la excelente colaboración que tiene con el Gobierno de España en múltiples ámbitos y eso es algo que vamos a seguir reforzando a lo largo de los próximos años. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous allons prendre quelques questions. Ce ne sera pas beaucoup parce que les présidents ici présents sont un peu en retard par rapport à l'heure à laquelle ils devaient partir. Merci.
Salam alaikum. Est-ce que ça marche pas? Test. Test, test. C'est bon? Oui. C'est Cheikh Mohamed Hormad de Sahara Media. Ok. Cheikh Mohamed Hormad de Sahara Media. Ma question, c'est par rapport à l'effacement de la dette. Vous avez parlé, Monsieur le Président, dans un discours. Éloignez un peu le micro pour que la voix soit un peu claire. Ok. Vous avez parlé, Monsieur le Président, dans un discours précédent, de l'effacement de la dette des pays du G5 Sahel. Est-ce que cette question est suffisante aujourd'hui, vu l'évolution de la situation? Certains se demandent, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de l'effacement de la dette? Merci beaucoup. Je pense que la question m'est adressée. La question de la dette extérieure des pays pauvres doit s'imposer comme problématique majeure dans l'agenda de la diplomatie internationale. Le G5, lors de la session extraordinaire de la conférence, de la visioconférence des chefs d'État du 27, je crois, avril passé, a lancé un appel pour l'annulation de la dette des pays les plus pauvres qu'il a réitéré lors des différents forums internationaux. Le moratoire décidé par le G20 au profit des pays africains constitue une avancée qui doit être saluée, et nous la saluons. Mais nous pensons aussi qu'elle est insuffisante pour résoudre les problèmes liés à l'endettement excessif et fortement accentué par les conséquences socio-économiques de la pandémie Covid-19. Donc, le problème de la dette est un problème qui se pose. Il se pose encore de façon plus aiguë avec la nouvelle situation qui découle de la pandémie et de ses conséquences. Le service de la dette est devenu pour nos pays insupportable et il absorbe une part non négligeable de nos budgets nationaux. Les organisations régionales et internationales ainsi que les différents créanciers, de notre point de vue, doivent trouver la formule et la bonne pour converger leurs initiatives et leurs efforts pour la tenue d'un sommet international consacré à la dette. Ce qui est certain, c'est que les pays du G5 Sahel continueront à jouer pleinement leur rôle pour faire avancer ce dossier qui est un dossier important pour nous, ce dossier de la dette. Oui, ça passe. Michel Scott pour TF1 et LCI. C'est une question pour le président français. Vous dites la victoire est possible, la victoire est à portée de main. Est-ce que vous pouvez tracer un horizon temporel pour l'engagement militaire de la France au Sahel? C'est un effort qui s'européanise, on l'a bien compris, mais la France va rester au cœur de tout ça. Pour combien? 5 ans, peut-être 10 ans de plus, peut-être davantage. Les Américains ont passé 20 ans en Afghanistan, ils s'en retirent en négociant avec leurs ennemis d'hier. Est-ce que ce scénario est totalement exclu ici, que ce soit pour ce qui est de la durée ou de l'issue? Je me garderai bien aujourd'hui de donner une borne temporelle parce que nous ne raisonnons pas comme cela, même si cet engagement militaire n'a pas vocation à durer à perpétuité. Néanmoins, je ne voudrais pas faire de comparaison justement avec des engagements type américain dans d'autres zones,
Parce que le cadre dans lequel nous sommes intervenus dans le G5 Sahel est un cadre très strict. C'est à la demande des États qui étaient attaqués par des forces djihadistes et dont la souveraineté était menacée. Et je le redis, la France n'est intervenue dès l'opération Serval, sous la présidence de François Hollande, qu'à la demande d'abord de l'État malien, mais aussi de la CEDEAO, puis l'ensemble des États du Sahel ainsi structurés. Et donc nous sommes là pour lutter contre le terrorisme aux côtés d'États souverains et de leurs armées. Et c'est fort de ce rôle que l'opération Barkhane ne se comprend en quelque sorte qu'au cœur d'un dispositif qui consiste d'abord à renforcer les armées du G5 Sahel elles-mêmes et leur coordination, cette fameuse force conjointe G5 Sahel qui a vocation à intervenir dans les zones frontalières qui étaient complexes d'intervention, qu'elle ne se comprend que dans un système, si je puis dire, de relais, où chaque fois que l'on bat des terroristes, c'est l'État avec ses services qui doit reprendre la place, et dans la continuité entre l'action militaire et la politique de développement. Les 4 piliers, clairement redéfinis à Pau, lutte contre le terrorisme, mise en capacité des armées africaines, retour de l'État et développement sont indissociables. Et donc la France sera d'abord là aussi longtemps qu'elle est souhaitée et demandée par les États du Sahel eux-mêmes et qu'ils considéreront que leur souveraineté et la sécurité de leur peuple est menacée. Et nous serons là aussi longtemps que nous considérons que les efforts sont faits par chacune des armées du G5 Sahel et donc que notre rôle est utile. Voilà. Mais je ne voudrais pas comparer notre intervention à celle d'autres armées dans d'autres régions qui ont pu parfois se substituer à la souveraineté nationale ou vouloir en quelque sorte mener une politique à la place des peuples. Nous ne sommes là que dans le cadre que je viens de définir. Puis, nous sommes dans un cadre partenarial avec les armées européennes, avec les missions aussi européennes comme EUTM que j'évoquais tout à l'heure, et un engagement de nos partenaires, en particulier en formation et en accompagnement des armées du Sahel, et aux côtés de la MINUSMA qui, dans le cadre du mandat qui lui est donné, a un rôle aussi de stabilisation. Ce qui est vrai, c'est que la France a un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme, parce qu'elle est la seule engagée à ce point et aussi fortement, et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'aux côtés et à la demande des États de la région, notre rôle demeure aujourd'hui essentiel. Il y aura une revue début 21, et en fonction des 2 critères que j'ai donnés, nous regarderons les choses. Premier critère, une demande explicite des États du G5 Sahel. Deuxième critère, utilité et efficacité, appréciée au regard des efforts qui sont faits aussi par ces derniers pour que notre action soit utile. Quería preguntar al presidente del Gobierno español, porque en su intervención ha hablado de la disposición de España de redoblar esfuerzos en favor de la estabilidad del Sahel, incluidos efectivos militares. Me gustaría preguntarle en qué van a consistir esos esfuerzos, si puede concretar un poco más, si han hablado de la posibilidad de más efectivos militares españoles en otro marco que no sea la misión EUTM Mali. Y también querría aprovechar para preguntarle si ha compartido con sus colegas sus experiencias y las lecciones que ha podido extraer sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 a través de sus aciertos y también de sus errores. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. En relación con lo primero, nosotros estamos enmarcados en una operación dentro de la Unión Europea. La misión de España, en particular en Mali, es muy importante y sobre todo en lo que tiene que ver con la formación del ejército. Y en ese ámbito es en el que nos vamos a seguir moviendo, pero evidentemente estamos aquí para ayudar, como bien ha dicho antes el presidente Macron, al conjunto de Estados que pidieron la ayuda internacional y en particular la de la Unión Europea para luchar contra el terrorismo.
En segundo lugar, trasladarle que hemos podido compartir experiencias sobre cómo hacer frente al COVID, pero en todo caso, más que lo que es la gestión de la COVID y de la crisis desde el punto de vista sanitario, como bien ha comentado, por ejemplo, el presidente de Mauritania, lo importante es ver cómo empezamos a reactivar, a recuperar desde el punto de vista económico y social a nuestros países. Desde luego, la problemática de África y en particular de los países del Sahel en relación con la deuda tiene que ser algo que lógicamente está recogido en la declaración que tenga que tenerse en cuenta por parte de las organizaciones internacionales, y desde el punto de vista de la comunidad internacional y de Europa, pues lo que tenemos que hacer es eso, es reactivar la economía, y en eso hemos hablado a lo largo de esta reunión. Donc, mesdames, messieurs, on aurait voulu allonger un peu cette conférence de presse, mais malheureusement, nous avons les présidents ici présents qui sont un peu en retard parce qu'ils doivent décoller tout de suite pour que les aéroports puissent encore être ouverts quand ils seront. Merci encore une fois, Jean.